Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bonjour, alors moi je m'appelle Claire Guerlin, je vais me présenter rapidement avant de répondre à certaines questions par rapport à la question du mental. Actuellement, je suis directrice de service à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai entamé depuis quelques années un parcours de reconversion professionnelle en recommençant mes études de psychologie. Alors j'ai pris mon temps puisque désormais je suis en avant-dernière année dans mon cursus et j'espère d'ici 15 mois être diplômée psychologue et pouvoir exercer dans le champ de l'enfance, du monde adulte et auprès de populations assez variées. Donc j'ai un parcours qui est assez atypique puisque j'ai commencé par mes études de droit et puis donc j'ai été diplômée en droit et puis ensuite j'ai commencé j'ai passé plusieurs concours, je suis rentrée à la protection judiciaire de la jeunesse, j'ai exercé comme directrice pendant quelques années et puis j'ai repris à nouveau mes études et mon parcours n'est certainement pas terminé puisque j'espère pouvoir ensuite ajouter encore d'autres compétences et d'autres diplômes au fur et à mesure de mes expériences professionnelles. Et puis dans ma vie personnelle, je pratique le sport, je pratique beaucoup de yoga, de la course à pied, j'ai pratiqué pendant de longues années le tennis, mais depuis que je suis maman, il faut faire des choix et j'ai un peu moins le temps de tout faire, donc c'est essentiellement le yoga, la méditation, et je pratique pour moi, mais je donne également des cours de yoga. Alors, quand je pense à mon parcours, j'ai un peu l'idée de... Ce que m'inspire mon parcours, c'est l'idée de... J'ai plusieurs images qui me viennent. J'ai l'image des poupées russes, avec l'idée un peu des emboîtements entre mes différentes expériences professionnelles. J'ai aussi une deuxième image, j'ai l'image de portes qui s'ouvrent les unes après les autres. Une porte qui m'amène dans une pièce et au fond de cette pièce, il y a une nouvelle porte qui m'amène à nouveau sur d'autres espaces. Et comme une forme de voyage. Et une troisième image dans ce voyage, c'est aussi l'idée d'une succession de tremplins qui m'amène pas forcément à monter de plus en plus haut, mais qui m'amène à rebondir d'une expérience à une autre. Donc mon parcours sont ces trois images-là principalement. De quoi je suis la plus fière avec le recul, c'est de mon expérience mon expérience professionnelle la plus difficile, mais la plus porteuse, à laquelle je repense encore souvent, c'est lorsque j'ai été directrice de service en direction d'un établissement à la protection judiciaire de la jeunesse, donc dans un foyer d'hébergement et une structure d'insertion auprès d'un public difficile, le public des jeunes et le public des professionnels. C'est une expérience qui m'a fait grandir très très vite, peut-être trop vite puisque je pense que je n'étais pas prête à ça, à cette difficulté, à cette exigence, à cette solitude. Mais c'est une expérience qui aujourd'hui, dont je me rends compte qu'elle m'a beaucoup apporté et qui me donne beaucoup de force. Lorsque aujourd'hui j'hésite, lorsque je me sens hésitante, lorsque je manque de confiance en moi,
C'est un ensemble de souvenirs qui me montrent que je suis aujourd'hui, si j'ai traversé ça, c'est que je suis à peu près capable pas de tout faire, mais en tout cas de rebondir dans les moments difficiles. Qu'est-ce que le mental pour moi ? Alors moi, je parle pas trop Alors je pense pas trop en termes de mental. Alors je pense que c'est aussi parce que j'ai repris des études de psychologie et en psycho, on parle pas trop de mental, on parle de vie psychique, on parle de plein de choses, mais donc le mental, j'essaie de m'en faire ma propre, du coup, de transposer un petit peu dans mon univers, et je vois justement un peu une idée d'une terre inconnue et d'un univers à conquérir. Le mental, pour moi, c'est un peu l'idée du contraire de la maîtrise, qui est important pour moi. Ce qui ferait, dans ce cas-là, en termes de mental, ce qui ferait un bon mental, ce serait plutôt d'être dans quelque chose du relâchement, plutôt que de la maîtrise. Le bon mental serait du côté de l'acceptation, relâchement, ouverture, qui permet justement de se concentrer sur la cible, sur l'objectif, qui permet de faire avec tout ce qu'il y a autour de cette cible et de cet objectif sans perdre de vue celui-ci. Donc le bon mental, c'est une forme d'économie d'énergie pour se recentrer sur ce qui compte, en essayant de se défaire et de se détacher de toute la périphérie, de tout ce qu'il y a autour, de toutes les pensées parasites, de toutes les petites voix, ses propres voix, mais aussi celles des autres. Du coup, un peu dans l'idée d'être soi-même, je sais pas trop ce que ça veut dire être soi-même. C'est un peu difficile de savoir qui on est, et je pense que c'est une telle évolution tout au long de sa vie que rien n'est figé. Je parlerais plutôt de confiance, de connaissance de tout son potentiel. Et je pense que tout le monde peut avoir les qualités et les capacités pour cette exploration et cette connaissance de soi-même. Et finalement, en ce qui me tu appelles préparation mentale, moi j'essaie à nouveau de le transposer, de le traduire dans ma propre réalité, mais c'est la préparation mentale, c'est pas tout en termes de préparation. Pour moi, c'est au quotidien, c'est être dans ce relâchement, dans cette confiance, dans se dire ok, ça se passe pas comme je le voudrais, mais qu'est-ce que je peux prendre de bon dans cette expérience? Et ce que je le disais tout à l'heure, sans jamais perdre de vue quel est mon objectif, où est-ce que je veux aller. Peut-être que ça va me prendre du temps, mais de jamais perdre de vue ma cible, mon objectif à court, moyen ou long terme. Et finalement, peut-être le bon mental serait ce mélange de persévérance, de détermination, de concentration et en même temps de relâchement pour tout ce qui peut pas être maîtrisé, pour tous ces à côté. Et ma propre préparation mentale, du coup, si je dois la traduire ainsi, c'est commencer par muscler finalement ce mental-là. Alors moi, ma manière de muscler mon mental, c'est de l'exercer à travers des défis divers et variés. À travers mon activité sportive, mon yoga, je travaille beaucoup à partir de la visualisation, c'est-à-dire que lorsque je pratique des activités qui sont coûteuses en énergie, en effort, je pratique beaucoup la visualisation qui me permet ensuite de me dire voilà, en ce moment-là, j'ai été capable de me dépasser, donc ça veut dire que dans d'autres moments, je serai aussi à nouveau capable de mobiliser mon énergie, ma concentration. Donc muscler mon mental, ce qui va avec le fait de muscler mon corps aussi, c'est-à-dire que pour moi, le mental est dans le corps et on peut pas être vigoureux, confiant si la base du corps n'est pas elle-même conditionnée, exercée, physiquement alerte. Et le mental va avec être bien dans son corps. C'est pour moi une dimension qui est absolument essentielle et donc voilà, ce qui explique aussi que j'ai besoin pour avoir confiance en moi justement, d'avoir un certain nombre d'activités qui vont me ressourcer, qui vont être finalement un peu je pense comme des zones de dépôt de tout le parasite, tout l'accessoire, tout ce qui n'est pas important pour moi. Donc dans le yoga, la méditation, souvent je me rends compte que c'est un espace où je viens déposer tout ce que j'ai accumulé de la journée, tout ce qui un peu des zones grises, un peu
qui me parasitent, qui me bloquent, qui me font avoir des mauvaises pensées. Et donc finalement, ma préparation mentale, c'est d'arriver à avoir des activités qui viennent à la fois me dynamiser, me ressourcer, me permettre d'avoir un corps qui me donne confiance, de muscler mon corps, de muscler mon mental, et en même temps d'avoir ces moments où je peux libérer, où je peux me relâcher, me détacher de tout ce qui est en trop, tout ce dont je n'ai pas besoin. Et je pense, oui, effectivement, que l'enthousiasme est absolument essentiel, puisque finalement, il faut pas juste fixer et ne penser qu'à son objectif, mais aussi penser au chemin qu'on doit parcourir jusqu'à son objectif. Et en chemin, il est essentiel pour moi de pas oublier l'enthousiasme. Et avec l'enthousiasme, c'est la question du plaisir, puisque sans plaisir, on ne peut pas parvenir à sa cible, puisque toute l'énergie dont on a besoin, elle ne vient pas juste d'habileté mentale ou de choses un petit peu superficielles, mais elle vient aussi avant tout de ce qu'on vit à l'instant présent et du plaisir qu'on met dans chaque petit pas qui nous fait progressivement cheminer jusqu'à l'objectif. Donc oui, absolument, l'enthousiasme, le plaisir primordial et peut-être même le plus important dans les moments difficiles, de se raccrocher au plaisir que l'on a et à pourquoi on fait ça et quel est notre sens, quel est le sens qu'on y met. Et se connecter avec soi-même, oui, absolument. Se connecter, être à l'écoute de soi pour pouvoir, dès que possible et le plus souvent possible, même pouvoir réajuster ses objectifs, réajuster ce qu'on met en œuvre pour atteindre ses objectifs. Je pense que c'est aussi un des piliers de la réalisation de ce qu'on s'est fixé et de ce qu'on se donne aussi, ce qu'on donne comme sens à sa vie. C'est pas juste avoir en tête où je veux aller, mais où est-ce que j'en suis aussi à chaque instant. Dans l'idée d'être à la fois exigeant avec soi-même, mais aussi pouvoir dévier de temps en temps, sortir un petit peu du chemin, faire des allers-retours, faire des déviations. Et c'est un peu ce que j'entends par se réajuster en fonction de ce qu'on a envie, de ce qu'on est capable aussi de faire. Il y a certains jours où on n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs. Moi, je le vois dans cette année, dans cette reprise d'études qui est finalement très très exigeante et qui me demande énormément d'énergie. J'ai un peu mon plan de travail, mais je suis capable aussi de me dire qu'à un moment donné, j'ai pas envie, ou ce sera demain, ou ce sera un autre moment, et c'est pas aujourd'hui. Tout ça, donc c'est important de se connecter avec soi-même, oui, bien sûr. Alors la confiance en soi, le droit à l'erreur. Je parlais tout à l'heure de la confiance en soi. Ma confiance en moi, elle s'est construite par une suite d'essais-erreurs, réussites. Et je pense qu'il est essentiel effectivement de se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur, puisque c'est comme ça qu'on construit sa confiance en soi. Je pense qu'il est essentiel de garder la confiance en soi dans ces échecs-là, puisque c'est comme ça justement qu'elle se construit, qu'elle se nourrit. Je dirais que ce qui est très très important, je pense à deux choses. C'est la question de la patience. C'est souvent quand on s'y attend pas que les choses se produisent, et c'est souvent quand on les désire très très fort qu'elles sont un peu longues à venir à soi. Donc il faut garder beaucoup d'espérance, être extrêmement patient, tolérant vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la vie aussi, qui nous offre des opportunités, pas forcément quand on s'y attend, pas forcément quand on l'espère, et un mot aussi qui compte, quelque chose qui n'est pas qu'un mot, mais qui est aussi un mantra aussi pour moi, c'est la question de la gratitude, de se satisfaire de ce qu'on a quand ça nous arrive, même si c'est pas forcément ce qu'on voulait au moment où on le voulait, mais commencer par accepter, se satisfaire de ce qu'on a et être heureux de ce qu'on a. Je pense que c'est le premier pas justement vers ce qui mène ensuite aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc l'espérance, la patience, la gratitude, la croyance en soi et en l'autre. Alors sur la question du regard des autres, c'est une question qui est absolument fondamentale. Moi je pense qu'il faut se départir de l'idée que on va s'affranchir, on doit s'affranchir du regard des autres pour s'accomplir. Je pense qu'on a toujours besoin des autres, on vit avec les autres, on a besoin des autres, les autres ont besoin de nous, mais on a besoin des autres. Et je pense que c'est un peu une illusion de se dire que on se fait tout seul. Self-made man, pour moi, ça n'existe pas. On a besoin des autres toujours dans son parcours, dans sa trajectoire de vie. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans cette idée-là, il y a plein de choses qui peuvent se débloquer et ne pas voir les autres comme des ennemis, comme des obstacles, comme des personnes, comme des concurrents dans la compétition, mais comme des équipiers, comme des coéquipiers,
comme des modèles aussi identificatoires, comme des personnes qui peut-être aussi nous déstabiliser, nous permettent de nous poser des questions qui vont peut-être nous mettre en colère, qui vont nous mettre en échec peut-être. Dans tous les cas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la suite d'essais et erreurs. La confiance en soi, l'expérience et l'accomplissement se produisent au contact des autres. Et souvent, dans l'altérité, on apprend beaucoup de soi aussi. Moi, du coup, j'ai en tête ces expériences dont je parlais tout à l'heure lorsque j'étais directrice sur un centre d'hébergement où, très clairement, mes équipes en ont fait voir de toutes les couleurs. Je suis passée un peu par tous les états, avec des moments, très, 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 très difficiles. Mais je pense que c'est aussi grâce à ça et grâce à eux et dans leur regard que je me suis construite. Ouais, ça c'est absolument sûr pour moi. Et que de temps en temps, j'arrive du coup à m'affranchir du regard des autres, puisque quand on a confiance en soi, il faut aussi à un moment donné savoir s'affranchir du regard des autres et y croire justement quand personne n'y croit. Après, la meilleure manière de prouver aux autres que nous on a raison, même quand eux n'y croient pas, c'est de leur montrer par toutes les réalisations auxquelles on arrive, et puis surtout par notre plaisir, par l'enthousiasme dont je parlais tout à l'heure. Quand personne n'y croit, je pense qu'il y a que quand on persévère et quand on montre qu'on est heureux et qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait, que finalement il n'y a pas de meilleure conviction possible que celle-ci. Alors, comment rester positif ? C'est un peu tous ces à côté dont je parlais tout à l'heure, toutes ces activités qu'il faut absolument, selon moi, s'accorder. Il y a notre activité professionnelle, il y a où il y a ces objectifs qui sont centraux dans nos vies, mais je pense que pour pouvoir être suffisamment frais, disponible, performant dans ces espaces-là, il faut pouvoir se ménager tous ces à côté qui nous donnent de la lucidité, qui permettent aussi d'être dans ce détachement dont je parlais aussi tout à l'heure, de pas pouvoir mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que c'est ce qui permet, lorsqu'on a besoin de se mobiliser dans une tâche, dans un objectif qui compte et qui est déterminant, et bien d'avoir justement toute cette force, cette lucidité, fraîcheur, cet enthousiasme, ce plaisir, qui sont un peu mes mantras dont j'ai parlé tout au long là. Et c'est ça qui permet justement de rester positif. Et finalement, un peu, ce seraient mes techniques pour rester positif au quotidien, c'est de pas tout miser dans une seule activité. C'est d'essayer d'être accompli dans plein de domaines, de se ménager toutes ces zones où on peut être soi et se faire du bien. Et à ce qu'on nous fasse du bien aussi, c'est de pouvoir aussi savoir compter sur les autres. Donc moi, ça passe par tous mes moments en famille, avec mes enfants, tous les moments aussi dans mes activités à moi, le yoga, la course à pied, mes amis, tout mon réseau social amical avec lequel j'essaie de garder des liens, et comme un peu un jardin avec plein de petites parcelles de fleurs que je vais régulièrement voir, arroser, cultiver, pour que mon jardin dans son ensemble soit le plus harmonieux possible. J'avais un peu cette image-là qui me venait. Et finalement, toute ma motivation vient de là. C'est-à-dire avoir un cap, être structuré. J'ai besoin, moi, pour me motiver, de savoir où je vais. C'est-à-dire quel est mon objectif, quel est mon plan d'action, comment je m'organise, quelle est ma structure. Donc souvent, très concrètement, là par exemple pour mon master de psychologie, je me donne un rétro-planning. Je sais de combien de semaines je dispose pour jusqu'aux examens par exemple, jusqu'à ma soutenance de mémoire. Donc j'essaie d'organiser, de structurer semaine par semaine mon temps de travail qui prend en compte toutes mes contraintes. J'essaie pas de me donner des objectifs qui sont complètement inaccessibles et qui me démoraliseront puisque je n'y arriverai pas à les tenir, mais je regarde le principe de réalité, je regarde mes contraintes, je regarde ce qui est attendu de moi, ce qui n'est pas négociable, et j'essaie de trouver une organisation qui articule tout ça. Et au milieu de tout ça, je laisse aussi beaucoup de place pour la créativité, pour les ajustements dont je parlais tout à l'heure. Je me laisse aussi de la marge, de la souplesse. Aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est la question des auto-bilans, des réajustements. Et ce qui me permet de me motiver aussi, c'est tout l'humain, tout le relationnel. J'ai besoin absolument de feedback. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, on ne peut pas s'affranchir du regard des autres puisqu'on a besoin des autres. Donc j'ai besoin, pour me motiver, de pouvoir être dans l'échange, dans la relation humaine, de savoir où j'en suis, et pour ça, de
de me nourrir des échanges des autres dans mon cercle professionnel, mais aussi dans le cercle familial, dans mon cercle amical, à tous les niveaux, de pas avancer toute seule. J'ai un peu l'idée d'une équipe. Je suis dans moi mes objectifs, mais il y a beaucoup de personnes autour de moi qui de près ou du loin peuvent y contribuer. Donc j'ai besoin de tout ça. Donc une structure organisée, structurée, donc au milieu de la souplesse, de la créativité, du plaisir, des réajustements et donc tous ces échanges et tout ce tissu social, relationnel, familial et de l'amour aussi, de l'amour de ce qu'on fait, de l'amour pour soi et l'amour qui vient des autres. C'est essentiel. C'est ce qui vient donner du sens, de la chair et aussi de la matière à tout ce qu'on entreprend. On l'entreprend pour soi, mais aussi on l'entreprend certainement aussi pour les autres. Alors ma gestion des émotions, finalement ça reprend aussi un petit peu tout ce que j'ai pu dire, à savoir, je pense que c'est tout ce qu'on met en place de routine finalement dans sa vie quotidienne qui permet, lorsque le moment se présente, d'arriver le plus frais, le plus disponible, le plus accessible dans la gestion d'un événement. Et du stress, il y en aura toujours. Après, je pense qu'il faut savoir aussi laisser le bon stress advenir, le reconnaître, en faire un levier, en faire un allié. Je pense que c'est impossible de rester zen en toutes circonstances. Je pense que gérer ses émotions, c'est commencer par les observer. Alors ça, c'est un peu la question de la méditation, mais c'est pas chercher à tout maîtriser. Je veux dire, les émotions, c'est ce qui nous rend vivants et on en a besoin pour savoir où on en est, pour ne pas jouer un autre jeu, pour pas être dans un faux self. On a besoin de ces émotions. Il y a des émotions qui sont positives, d'autres qui sont négatives, des émotions qui sont constructives et d'autres qui sont destructrices. Et je pense qu'on a juste besoin d'être au clair dans cet univers inconnu qui est le mental, de savoir un petit peu poser des jalons de ce qui nous fait du bien et de ce qui nous parasite. Ce qui nous parasite, c'est pas forcément chercher à le mettre en dehors de notre portée, mais savoir que ça peut nous traverser à certains moments et essayer de le laisser partir sans forcément le fuir. Mais voilà, la gestion des émotions, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'observation, de l'acceptation et de se recentrer sur ses ressources, sur les émotions positives, sur toutes les forces qui sont en soi. Mais c'est un exercice, je parlais du muscler le mental, c'est un exercice quotidien. Par exemple, la méditation, c'est un levier, mais pour moi, à condition c'est vrai que je le pratique assez souvent, puisque je me dis que lorsque une situation difficile se présente, je pourrais essayer de mobiliser ce que j'ai pu éprouver, expérimenter, visualiser dans ces moments de méditation. Alors, en ce qui concerne la concentration et la détermination, enfin, je pense que rester concentré, ça va avec le principe de plaisir. Tant qu'on est, tant qu'on garde le sens de ce qu'on fait, tant qu'on est dans quelque chose qui a du sens. C'est ce qui permet de rester à ce qu'on fait, de rester concentré. Et finalement, c'est ça va avec la question de la détermination. La force mentale, c'est pas, encore une fois, ça vient pas de nulle part, ça vient de soi, ça vient de ce qu'on est. Ça vient de la manière dont on arrive dans l'objectif qu'on s'est fixé. Par exemple, pour une présentation, pour une réunion, pour une situation où on est amené à se mettre en scène devant les autres. Puis ça, c'est un peu ce que je rencontre comme moment un petit peu peut-être un peu difficile dans mon expérience d'étudiante, lorsque je suis en stage, mais qui fait aussi écho à mon expérience passée. Je pense que la force mentale, elle vient de la manière dont on a préparé aussi cet événement-là, dont on s'est donné confiance avant, la manière dont on l'a visualisé. Finalement, je pense que la force mentale, je pense qu'il faut pas il faut pas en faire quelque chose faut pas se focaliser dessus. La force mentale dans un événement donné, dans une expérience à traverser, c'est avant tout la force mentale du quotidien. C'est-à-dire comment au quotidien on cultive cette force mentale. Et je pense que c'est ça le meilleur entraînement pour pouvoir arriver le moment venu, le jour J, dans un moment dont on sait qu'il est important et qu'on n'a pas le droit de le louper. Et si on cultive cette force mentale au quotidien, je pense on en fait un allié. On pense même plus en termes de force mentale, en fait, on pense en termes de
je suis moi-même au quotidien et je le serai dans l'événement que j'ai à vivre et qui compte pour moi. Quels sont mes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible mes rêves? Je pense que c'est très important pas forcément d'être soi-même, ce que je disais tout à l'heure, mais de se connaître, d'avoir fait un petit peu le tour du propriétaire, dans le sens de savoir où sont ses forces et ses faiblesses, et de pas rougir de ses faiblesses. Je pense que on est humain avec ces faiblesses-là, et justement le conseil que je pourrais donner, c'est ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est la question de la gratitude. On veut toujours plus, on a du mal à se satisfaire de ce qu'on a. Mais c'est à partir du moment où on regarde un petit peu le parcours qui a été le nôtre, on regarde un peu dans le rétroviseur, on regarde toutes les étapes par lesquelles on est passé, et c'est ce regard-là qui fait qu'on peut on peut mesurer à quel point on peut avoir justement confiance en soi. Et c'est souvent dans des expériences dont sur le moment on mesure pas la difficulté, la complexité, et donc on mesure pas tout ce qu'on a mis en œuvre pour y arriver. C'est dans ces moments-là que la confiance elle peut venir se développer et se nicher. Et puis du coup la question de la gratitude, c'est se dire la vie elle m'a quand même permis de m'accomplir et je peux être fière de moi, et à un moment donné pouvoir se dire je suis fière de moi. Et c'est ça qui permet de faire des points d'étape dans sa vie, de faire des réajustements, de prendre de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix et d'oser les assumer, d'oser les faire, puisqu'on a été capable de les faire avant, on a été capable de mettre en œuvre des choses dans des moments compliqués. Ça veut bien dire qu'on est capable de le faire aussi pour plus tard. Donc peut-être que la phrase clé ce serait aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce qui me vient comme ça spontanément. Ça passe par les autres, mais ça passe aussi par soi, par une infinie espérance, même si c'est compliqué un petit peu en ce moment, mais une infinie espérance dans le monde de demain, dans notre jeunesse, la confiance dans les plus jeunes et dans les plus âgés, la confiance en l'autre, plutôt que de voir l'autre comme un étranger, même si aujourd'hui on est beaucoup séparés par des masques, mais je pense qu'on a besoin des autres et on a besoin d'avoir confiance dans les autres, et seul on ne peut rien. Donc ça fait du bien de se dire l'humanité a besoin de nous. Alors l'humanité à petit niveau, c'est pas forcément le monde entier, dont on ne connaît pas grand-chose, mais il y a forcément autour de nous, on a quelque chose à apporter et on a notre place à trouver. Et je pense que tout le parcours se fait autour de cette question de ce besoin d'être utile d'une manière ou d'une autre, et de cette place à trouver. Je pense que quand on l'a trouvé, on le sait, et on est capable de s'arrêter à un bon moment, de savourer et d'être pleinement épanoui dans ce qu'on fait. En tout cas, moi, dans mon parcours, je pense que j'ai été dans cette quête permanente de chercher ma place, de trouver ma place. C'est un peu l'idée des portes qui s'ouvrent l'une derrière les autres, parce que je pense que tant qu'on n'a pas trouvé cette place-là, on continue d'avancer. Il y a d'autres portes qui nous permettent d'aller enfin vers ce qui est fait pour nous, et vers ce que je crois un peu dans la providence, mais dans ce qu'on nous a, dans ce que la vie, dans son schéma qui nous préexiste, dans ce que la vie a pensé pour nous. Et ça, j'y crois un peu. Je suis pas croyante, mais en tout cas, je crois en ça, et c'est ce qui, dans mon quotidien, me donne énormément de force, énormément de plaisir, de détermination, de concentration et de motivation. C'est un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qui fait un petit peu le tour de la question. Voilà, moi, je pense que j'ai abordé un petit peu toutes les questions. Je voulais dire que j'ai été vraiment ravie de faire cet exercice-là, puisque c'est quelque chose, moi, qui me fait du bien. C'est vrai que dans mon quotidien, comme je disais tout à l'heure, j'aime partager, j'aime beaucoup échanger. Je pense que c'est le premier pas, c'est aussi de faire ce retour sur soi, dans le parcours, dans sa vision des choses, dans sa vision des difficultés, de ce qu'on met en œuvre pour les traverser. Et finalement, merci de m'avoir proposé de réfléchir tout ça dans ce podcast. Pour moi, c'est super intéressant. Évidemment, j'espère que ça pourra aussi ouvrir ces portes dont je parlais pour d'autres, faire des liens, faire sens. Et c'était une super expérience. Alors, merci beaucoup.